Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 3 soldats libanais blessés dans des échanges de tirs avec des miliciens à Tripoli. La grande ville du nord Liban est souvent le théâtre de tensions et d'incidents sécuritaires liés au conflit syrien. La paralysie autour de la formation d'un nouveau gouvernement peut être bientôt résolue. L'option d'un cabinet mixte entre partisans et indépendants est sérieusement envisagée, basée sur la formule 8-8-8. 500 morts en une semaine dans les combats entre les rebelles islamistes et djihadistes dans le nord de la Syrie, alors que l'opposition syrienne est réunie en Espagne pour tenter de réduire ses divisions à l'approche de Genève II. Et à suivre également dans ce journal, un magazine People évoque une relation entre François Hollande et une actrice française. Le chef de l'État examine des poursuites judiciaires et demande le respect de sa vie privée. Nouvelle tension à Tripoli en ce vendredi de prière. 3 soldats ont été blessés lors d'échanges de tirs avec des miliciens du quartier de Babet Tebene. L'accrochage a eu lieu quand les militaires ont empêché les miliciens de brandir leurs armes devant la mosquée Al-Rahman dans la grande ville du nord. L'armée a fait appel à des renforts. Les incidents sécuritaires et les affrontements armés sont fréquents à Tripoli, en raison notamment des divisions sur la crise en Syrie. L'armée libanaise ainsi que les forces de sécurité sont déployées en force dans la ville depuis plusieurs mois. Plus de 9 mois après la désignation du Premier ministre Tamam Salam, le Liban est toujours sans gouvernement. En cause notamment les divisions entre les différents partis politiques engendrées par l'impact de la crise syrienne sur le pays. Mais l'ultimatum de Michel Sleiman va-t-il finir par payer? Le président de la République a averti qu'il sera contraint d'accorder son aval à un cabinet neutre si aucune entente n'est conclue d'ici 10 jours, c'est-à-dire à un cabinet formé de personnalités choisies indépendamment de leur représentativité populaire, mais dans le respect de la représentation communautaire. Un gouvernement de 24 ministres pourrait donc bientôt voir le jour. Une formule mixte selon la répartition suivante. 3 ministres partisans pour le 8 mars, à savoir le Hezbollah, Amal et le CPL. 3 ministres partisans pour le 14 mars, donc le courant du futur, les forces libanaises et les Kataeb. Et puis 8 ministres pour les centristes, dont 3 pour le chef de l'État, 3 pour le Premier ministre désigné et 2 pour Walid Jumblat. Les 10 ministères restants seront partagés de façon égale entre le 14 et le 8 mars, à condition que les titulaires soient des personnalités sympathisantes de l'un ou de l'autre des camps, mais non adhérentes ou partisanes. Walid Jumblat, lui, dit espérer que les forces politiques vont trouver un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement le plus tôt possible. Dans des propos au quotidien As-Safir, le chef du PSP indique vouloir combler le fossé entre les adversaires politiques. Il a insisté sur l'importance de former un nouveau cabinet dans les plus brefs délais et rejette toute discussion autour de la déclaration ministérielle à l'étape actuelle. Le procureur général de la Cour de cassation a demandé que la dépouille de Majed El Majed soit remise à l'ambassade d'Arabie Saoudite au Liban. Le corps de l'ancien chef des brigades Abdallah Azam sera ensuite transféré en Arabie conformément à la demande de ses proches. Décédé en détention samedi dernier des suites d'une maladie rénale, El Majed avait été arrêté le 26 décembre par les services de renseignement de l'armée. Il était détenu depuis à l'hôpital gouvernemental de Brabda. Les brigades Abdallah Azam, un groupe islamiste lié à Al-Qaïda, avaient revendiqué le double attentat contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth en novembre 2013. « 500 morts au moins, c'est le bilan des combats qui opposent depuis une semaine des rebelles islamistes aux djihadistes de l'État islamique d'Irak et du Levant dans le nord de la Syrie. On compte au moins 85 civils parmi les victimes, dont 42 otages exécutés par l'EIL dans son quartier général d'Alep. Alep, où les gens sont bloqués dans les maisons sans pouvoir aller chercher des médicaments ou de la nourriture. À Raqqa, la situation est encore pire. L'armée de l'air a de nouveau bombardé plusieurs quartiers rebelles de la ville. Et puis dans le même temps, des combats ont lieu entre rebelles et forces du régime soutenus par des combattants du Hezbollah dans des villages de la province d'Alep. Et puis sur le plan diplomatique, on est à moins de 2 semaines de la conférence de paix prévue le 22 janvier en Suisse. L'opposition est sous une forte pression pour accepter d'y participer. Plongée dans une crise interne face à cette question, la coalition nationale de l'opposition a repoussé sa décision au 17 janvier. Les divisions se sont révélées si profondes que 5 membres ont démissionné ces derniers jours et 40 autres se sont retirés. Des représentants de divers groupes de l'opposition syrienne sont d'ailleurs rassemblés à Cordoue dans le sud de l'Espagne. Objectif, favoriser le dialogue
et réduire les divisions. Dans un instant, nous ferons le point sur la situation en Centrafrique après la démission du président Djotodia. Retour sur le plateau d'info de Futur TV, l'Irak est en train de revivre les heures les plus sombres de son histoire. Des affrontements font rage dans l'ouest du pays entre insurgés islamistes et forces de l'ordre. Les combattants ont pris le contrôle de plusieurs villes près de Falloujah, contrôlées par le YEL, l'État islamique en Irak et au Levant, et des tribus hostiles au gouvernement chiite. Plusieurs quartiers de Ramadi sont aussi entre les mains des djihadistes. Selon le Croissant Rouge irakien, les combats à Falloujah, à 60 km à l'ouest de Bagdad, ont poussé plus de 13 000 familles à l'exode. Par ailleurs, le bilan de l'attentat suicide qui a frappé Bagdad hier s'élève désormais à 23 morts et une trentaine de blessés. Un kamikaze s'est fait exploser au milieu du groupe d'hommes venus s'enrôler dans l'armée pour lutter contre les rebelles affiliés à Al-Qaïda. Israël annonce la construction de plus de 1800 nouveaux logements à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée. Une décision qui intervient alors que John Kerry tente de parvenir à un projet d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Le secrétaire d'État américain a bouclé cette semaine un 10e round de discussions intensives au Proche-Orient, mais sans succès. Le diplomate a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis considèrent la colonisation comme illégitime. Quelques 350 000 colons juifs vivent dans les implantations de Cisjordanie, en plus des 200 000 qui habitent des quartiers de colonisation à Jérusalem-Est. Et puis, sachez qu'une écrasante majorité d'Israéliens estiment que les négociations avec les Palestiniens ne vont pas aboutir à un accord de paix. Selon un sondage publié dans le quotidien Maariv, 80% des personnes interrogées ont répondu non. Par ailleurs, plus de 53% des Israéliens considèrent que John Kerry n'est pas un intermédiaire honnête. L'avenir de la République centrafricaine se joue 16h au Tchad. C'est là que se tient le sommet des pays voisins de la Centrafrique. Le président centrafricain Michel Djotodia et son Premier ministre ont annoncé leur démission. Le pays est secoué par des graves violences interconfessionnelles depuis cet été et une situation humanitaire de plus en plus inquiétante. La MISCA, la force africaine déployée sur place, devrait voir l'arrivée de renforts rwandais. La France, pour sa part, ne veut pas renforcer le dispositif de l'opération Sangaris, déjà conséquent avec 1600 hommes. Cette action commune est absolument indispensable et c'est seulement cette action commune qui permettra de ramener petit à petit la situation sécuritaire en Bangui et en province. Moi j'observe que depuis quelques jours, cette situation est en train de s'améliorer. Elle reste fragile, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle nous devons tous redoubler d'efforts. Et il faut bien mesurer que la situation s'améliorera à partir du moment où la force Sangaris et la force de la MISCA travailleront ensemble, ce qui est le cas aujourd'hui et je m'en réjouis. Une diplomate indienne forcée de quitter les États-Unis, le rapatriement de Devyani Khobragad intervient juste après son inculpation pour fraude au visa et fausse déclaration. Son arrestation à New York il y a un mois, suivie de 48 heures de détention et de fouilles au corps, avait jeté un froid dans les relations entre Washington et New Delhi. Le gouvernement américain a demandé au gouvernement indien de lever l'immunité diplomatique de la jeune femme, mais l'Inde a refusé et l'a transférée au ministère des Affaires étrangères à New Delhi. La justice américaine accuse la diplomate d'avoir sous-payé et exploité l'une de ses employées de maison, elle aussi indienne, mais aussi d'avoir menti et produit de faux documents pour que celle-ci obtienne un visa de travail. Le départ de Devyani Khobragad semble avoir mis un terme à la mini-crise diplomatique entre les deux pays. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, le super policier de Karachi tué dans un attentat suicide revendiqué par des talibans. Chaudhry Aslam était connu pour ses opérations antiterroristes dans la métropole économique du Pakistan. Une voiture piégée a foncé sur son convoi, tuant également 2 agents qui se trouvaient avec lui. Les talibans menacent de réserver le même sort aux policiers qui s'en prendraient à leurs combattants. Karachi est en proie à des violences meurtrières qui ont fait plus de 2500 victimes l'année dernière. Au Brésil, 3 détenus ont été torturés, tués puis décapités par une bande de rivales dans une prison. Les faits se sont déroulés dans le nord-est du pays en décembre dernier. Une vidéo tournée par les auteurs même de ces assassinats a été publiée cette semaine par un journal brésilien sur son site web. On y voit les corps sans tête, criblés de coups de couteau, mais aussi les bourreaux poussant les cadavres du pied en plaisantant et en insultant leurs victimes. Les violences sont régulières dans les prisons brésiliennes surpeuplées. Et puis la vague de froid qui sévit depuis 10 jours en Amérique du Nord a transformé la plus grande cascade du monde en sculpture de glace. Les chutes du Niagara sont en partie gelées
et ce pour le plus grand plaisir des photographes amateurs et quelques rares visiteurs. Selon la météorologie, la température ressentie est tombée à moins 33 degrés Celsius à l'aéroport international de Niagara ces derniers jours, un record depuis 1942, mais la vague de froid ne devrait pas durer au-delà de la semaine prochaine. François Hollande entretient-il une liaison secrète avec une comédienne française? C'est en tout cas ce que croit savoir le magazine Closer qui évoque une relation entre Julie Gaillet et le chef de l'État. L'amour secret du président, voilà la une de l'édition spéciale de ce magazine qui accompagne son gros titre de cliché supposé montrer François Hollande, son garde du corps et l'actrice de 41 ans entrant dans le même immeuble. Réaction de l'Élysée ce matin, François Hollande déplore profondément les atteintes au respect de sa vie privée. Le président français a dit examiner des suites judiciaires à apporter à cette parution. En mars dernier, Julie Gaillet avait déjà déposé plainte contre X pour atteinte à l'intimité de la vie privée après la diffusion de rumeurs sur Internet lui prêtant une relation avec le chef de l'Élysée. Que pensent les Parisiens de cette affaire? Écoutez. Closer, je trouve que c'est ignoble comme magazine. Je trouve que c'est pas du tout intéressant. Maintenant, François Hollande, bon, c'est sa vie privée, quoi. Je veux dire, la vie, c'est la vie. Et je trouve que c'est inintéressant comme sujet et qu'il y a beaucoup plus de sujets importants en France que celui-ci. Je pense que c'est une personne comme une autre qui a le droit à son intimité comme tout le monde. Et puis après, on ne sait pas si c'est une rumeur ou si c'est vraiment vrai, donc je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je trouve ça assez bas en fait, quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà. Après, il réagit comme il veut, hein. C'est sa vie privée effectivement, mais franchement ça n'a aucun intérêt. Histoire à suivre, donc c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 3 soldats libanais blessés dans des échanges de tirs avec des miliciens à Tripoli. La grande ville du Nord Liban est souvent le théâtre de tensions et d'incidents sécuritaires liés au conflit syrien. La paralysie autour de la formation d'un nouveau gouvernement peut être bientôt résolue. L'option d'un cabinet mixte entre partisans et indépendants est sérieusement envisagée, basée sur la formule 8-8-8. 500 morts et en une semaine dans les combats entre rebelles islamistes et djihadistes dans le nord de la Syrie, alors que l'opposition syrienne est réunie en Espagne pour tenter de réduire ses divisions à l'approche de Genève 2. Et puis nous l'avons vu, un magazine People évoque une relation entre François Hollande et une actrice française. Le chef de l'État examine des poursuites judiciaires et demande le respect de sa vie privée. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.